Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence de presse concernant la santé environnementale à Rouyn-Noranda. Le directeur national de santé publique, Dr. Luc Boileau, est accompagné du directeur par intérim de la Direction régionale de santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue, Dr. Stéphane Trépanier, pour faire le point sur la situation et répondre à vos questions. Seront également disponibles pour répondre à vos questions, Monsieur Mathieu Valgue, conseiller scientifique spécialisé en toxicologie à l'Institut national de santé publique du Québec, et M. Stéphane Perron, médecin conseil à la direction de la santé environnementale et de la toxicologie à l'INSPQ également. Sans plus tarder, je cède la parole à Dr. Boileau. Alors, merci beaucoup. Merci et bonjour à toutes et à tous. Alors, on vous remercie d'être présents avec nous aujourd'hui. Je remercie l'établissement, le Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue pour son accueil. Comme vous le voyez, on est ici ensemble aujourd'hui avec d'abord le directeur régional de la santé publique, comme ça a été mentionné, Dr. Trépanier, et deux experts de l'équipe des experts de l'Institut national de santé publique pour faire le point sur la situation qui prévaut ici à Rouyn-Noranda en regard des émissions de la fonderie Horn, et ça dans une perspective de santé publique. Alors, il est clair pour nous, d'entrée de jeu, là, soyons bien conscients de ça, on l'a déjà dit, que la situation actuelle avec des émissions des divers contaminants en provenance de la fonderie Horn, en tout cas au niveau observé, n'est pas une situation qui est acceptable d'un point de vue de santé publique en considérant les impacts possibles sur la santé. On a eu l'occasion depuis hier déjà de rencontrer différents intervenants et parties prenantes. Et d'autres groupes seront vus aujourd'hui, cet après-midi, ce soir et demain pour informer de l'évolution de nos travaux et de partager ce qui a été développé en expertise sur cette situation-là. On comprend d'ailleurs tout à fait les préoccupations, et en tout cas, on les entend très certainement, des citoyens de Rouyn-Noranda, et en particulier ceux du quartier Notre-Dame. L'inquiétude qui nous est manifestée, elle est légitime, elle est des plus importantes pour nous, et c'est pour ça que c'est important pour nous d'être ici et de donner l'heure juste. La santé de la population et des générations futures, c'est notre préoccupation première. À nos yeux, il s'agit d'un dossier prioritaire, et d'ailleurs, les experts de l'Institut national de santé publique, ici représentés par nos deux collègues, ont procédé avec toutes leurs équipes rigoureusement aux analyses nécessaires pour proposer des seuils ou des repères qui permettent de protéger la santé de la population du quartier Notre-Dame et de la ville de Rouyn-Noranda également. Alors, on tient à les remercier pour leur travail remarquable qui a été fait avec grand sérieux et beaucoup de rigueur au cours des dernières semaines par ces experts de l'équipe de l'Institut national de santé publique, et de remercier aussi les équipes de santé environnementale de la région comme ceux du ministère de la Santé et Services sociaux. Alors, une synthèse de l'analyse scientifique a été faite un peu plus tôt aux journalistes et à plusieurs autres personnes dans le cadre d'un brefage technique. Alors, on va tenter ici de résumer ce qu'il faut retenir des expertises qui ont été développées sur ce dossier, sur la situation très spécifique de la ville de Rouyn-Noranda. Alors d'abord, mettons ça bien clair et soyons bien compris, la norme de 3 nanogrammes par mètre cube pour l'arsenic constitue toujours l'objectif à atteindre, et il n'est pas question pour nous de changer cette norme-là, ni de son cadre d'application, ici comme ailleurs au Québec. Alors, nous avons demandé à nos experts de préciser à quel niveau d'exposition à l'arsenic et aussi aux autres contaminants qu'on pourrait obtenir un effet protecteur pour la santé des personnes qui sont les plus vulnérables, et en particulier pour les enfants à naître ou les tout jeunes enfants dans leur développement. Alors, quel est le niveau qui pourrait être vu comme acceptable de ce côté, ou protecteur, devrais-je dire, de ce côté? Alors, après avoir analysé les données les plus complètes en la matière et avoir fait le tour de la question, il a été établi qu'à un seuil de 15 nanogrammes par mètre cube, les objectifs qu'on a de protéger la santé des plus vulnérables, alors que ce soit, comme je le mentionnais, les femmes enceintes et plus particulièrement les enfants à naître ou les enfants en bas âge, vont être atteints. Donc, ces objectifs de protection seraient atteints et ne devraient pas être dépassés sur une base annuelle de 15 nanogrammes par mètre cube. Les experts de l'INSPQ ont également recommandé
des niveaux d'exposition quotidiens, maximum dans l'air, à partir desquels les enfants à naître, comme les enfants de bas âge, seraient entièrement protégés pour des risques autres que ceux de développer des cancers. Alors, ces niveaux ont été établis à 200 nanogrammes par mètre cube pour l'arsenic, à 350 nanogrammes par mètre cube pour le plomb et à 30 nanogrammes par mètre cube pour le cadmium. Alors, à ce seuil de 15 nanogrammes qui doit être atteint le plus rapidement possible, il permet, somme toute, de protéger la santé, comme on le mentionnait, des femmes enceintes, des enfants à naître, bien sûr, là, et des enfants tout petits. Et ça réduit en même temps les risques de développer des cancers pour l'ensemble de la population qui est exposée à ces contaminants. Alors, une concentration, en effet, moyenne annuelle d'arsenic de 15 nanogrammes par mètre cube, tel que calculé à partir de la station qui est collée sur l'entreprise, ce qu'on appelle le 8006, va contribuer à réduire le risque de cancer du poumon pour les générations à venir du quartier Notre-Dame par un facteur de 4 et va donc ramener le tout à un niveau qui est jugé acceptable par des autorités de santé publique en la matière dans des contextes similaires en Amérique du Nord. Et il faut bien comprendre qu'à nouveau, ce n'est pas un objectif à atteindre à terme, c'est un objectif intermédiaire. L'objectif à terme, c'est d'atteindre le 3 nanogrammes par mètre cube. Et ces données sur le cancer ont considéré, bien sûr, les autres contaminants, en particulier le nickel et le cadmium. Alors, dans un ordre d'idée parallèle, il a été compris aussi que l'exposition actuelle de l'arsenic et au plomb retrouvé dans les sols pose un risque que nous calculons comme préoccupant pour les jeunes enfants. Alors, des études ont été faites de ce côté-là et on comprend que l'accentuation des efforts de décontamination des sols permettra de réduire ces risques-là. Alors, soyons bien clairs et compris, nous insistons à nouveau, c'est très important pour nous, le seuil de 15 nanogrammes par mètre cube pour l'arsenic est une première étape à atteindre. L'atteinte de la norme, qui est située à 3, on l'a beaucoup entendu dans les dernières semaines, constitue toujours l'objectif pour nous, pour tous ceux qui sont ici en avant de vous, que ce soit la direction régionale, l'Institut national aussi dans sa contribution à ces éveils scientifiques, et de même que pour l'atteinte des normes pour tous les autres contaminants, ça va de soi. Alors, on s'attend donc que ces niveaux que nous proposons soient pris en compte dans la poursuite des démarches que le gouvernement mène actuellement auprès de la fonderie pour rétablir les exigences environnementales. Alors, comme directeur national de la santé publique, et c'est la même chose pour mon collègue Dr Trépanier pour sa région, notre mandat, à nous, c'est de protéger la santé de la population ici comme ailleurs au Québec. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est pour ça que j'étais ici dans la région il y a à peine un mois. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui et c'est pour ça qu'on va revenir ici. Alors, c'est pour cette raison aussi que le dossier de la fonderie reste, à nos yeux, prioritaire. Nous investissons toutes les énergies nécessaires et nous ne sommes pas les seuls. Vous avez vu la manifestation des expertises de très haut niveau de l'Institut national de santé publique dans ce domaine. Donc, toutes les énergies nécessaires pour faire progresser cette situation, pour assurer une protection entière de la santé de la population et des citoyens du quartier Notre-Dame et de la communauté de Rouyn-Noranda. Alors, il faut redonner à la population un environnement et un milieu de vie en lesquels ils peuvent avoir confiance, et ce, le plus vite possible. On croit aujourd'hui que c'est un pas solide qui est fait dans ce sens, et nous sommes confiants que ces repères vont être utilisés avec sérieux. Alors, soyez assurés que la santé publique travaillera, et en particulier au niveau de la direction régionale de la santé publique, avec l'ensemble des partenaires concernés, pour guider les interventions qui seront nécessaires à mener dans les autres étapes dans l'évolution de ce dossier. Alors, merci beaucoup de votre écoute et nous sommes maintenant disponibles à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Dr Boileau. Donc, nous allons débuter la période des questions. Nous allons débuter par les médias francophones en présence et ensuite ceux en ligne. Donc, je vous invite à venir à l'avant pour poser votre question au micro, à vous identifier et à identifier le média que vous représentez. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, vous pouvez venir. Bonjour, Isabelle Rochon pour Radio-Canada. Ma première question, donc vous affirmez
que ça va avoir un effet protecteur des 15 nanogrammes par mètre cube. Mais comment puis affirmer ça si on n'est même pas en mesure de connaître les effets multiplicatifs des contaminants actuellement, sachant qu'il n'y a pas d'études, de ce que je comprends du briefing tout à l'heure, il n'y a pas d'études particulières sur cet aspect-là actuellement? C'est une question importante qui a été demandée à nos experts et puis on a confiance dans leurs réponses quand ils nous disent qu'ils ont regardé tous les aspects possibles d'être regardés et nous sommes donc confiants qu'à ce niveau de 15 nanogrammes de l'arsenic, parce qu'il y a d'autres niveaux, il y a des maximums aussi quotidiens qui ont été annoncés. Nous sommes confiants qu'avec ça, vous allez avoir un effet protecteur pour les enfants à naître, donc ceux qui sont, donc les femmes enceintes et leurs enfants à naître, là, qui sont vers la naissance, et sur les tout-petits. Et quant aux effets multiplicatifs, je vais inviter M. Valk, qui est l'expert en la matière, à ajouter une réponse. Oui. M. Valk. Merci. Il ne faut pas oublier que... Oui, merci. 1, 2, 3. Il ne faut pas oublier que la valeur de 15, on a dit que c'était aussi conditionnel à ce qu'il y ait aussi le respect des autres valeurs pour les autres contaminants. Et que donc, en limitant ces contaminants-là au niveau prescrit par ce qu'on recommande, les concentrations qu'on pourrait retrouver dans l'air seront à des niveaux où la littérature est pas claire sur vraiment quelle est l'ampleur. On ne peut pas mettre en évidence l'ampleur des effets synergiques à ces niveaux-là. Ils sont, s'il y en a, vraisemblablement très bas. Donc, on est confiant qu'en fixant, en travaillant sur tous les contaminants qu'on a évoqués, on agit sur le niveau d'exposition suffisamment pour prévenir ces interactions-là, parce que des interactions, comme vous le mentionnez, ça dépend souvent du niveau d'exposition qui est atteint. Et on n'a pas d'indication que le niveau d'exposition, comme ce qu'on promulgue ici, sont associés à ce genre de niveau d'interaction. Docteur Perron va compléter, je crois. Oui, sur un point, ça c'est au... Bon. Un autre enjeu, c'est que quand on fait des études, puis que les effets multiplicatifs, on peut les voir quand les concentrations sont très élevées, c'est-à-dire un fumeur, quelqu'un qui boit. Mais il y a des études qui se sont faites, parce qu'il y a beaucoup d'études qui se sont faites aussi sur au niveau épidémiologique pour voir si on était capable de voir des interactions. Le problème, c'est que quand les niveaux deviennent très, très faibles, c'est difficile de documenter même un effet. Fait que quand on essaie de documenter des effets multiplicatifs, c'est encore plus complexe. Mais une autre chose, c'est que c'est pas toutes là, il y a plusieurs composantes en question. Ce n'est pas toutes les composantes qui travaillent sur les mêmes endroits, avec les mêmes organes, avec les mêmes seuils. C'est encore plus complexe de mettre de l'avant ou de démontrer quelque chose. Fait que dans ce contexte-ci, avec les expositions qu'on a actuellement sur les effets multiplicatifs, ça reste hypothétique. Mais être capable de les démontrer d'un point de vue épidémiologique, ça ne sera probablement pas possible. Des gens essaient depuis des années, mais on n'est pas capable parce que les effets sont trop petits. Fait que mathématiquement, on ne sera pas capable de les faire ressortir. Puis d'un point de vue biologique, encore une fois, avec les concentrations qu'on a là, ça va être aussi très dur de démontrer quoi que ce soit. On va commencer à avoir des choses, comme je dis, quand c'est beaucoup plus élevé, mais pas à ces niveaux-là. Puis, encore une fois, pour revenir sur un point, les seuils qu'on essaie de mettre, c'est justement pour ne rien voir. Fait que les seuils ne sont pas appliqués à partir du moment où on les dépasse, on commence à voir de quoi, d'un point de vue professionnel, on ne voit pas, on veut justement prévenir ça. C'est donc clair que pour nous, le seuil de 15 nanogrammes, bon, on va finalement nous se déplacer. Mais c'est donc clair pour nous, et votre micro, c'est le prochain, je crois. C'est donc clair pour nous, on finit par dire ma phrase, le seuil de 15 nanogrammes, c'est un seuil rigoureux, sérieux, protecteur, et nous sommes très confiants de le soumettre ici, dans une route qui doit aller vers le 3. À ce niveau-là, on aura la protection attendue, souhaitée et requise pour l'ensemble de la population, et bien sûr, les plus vulnérables, les enfants à naître et les tout-petits. Merci. Prochaine question, Alexia Martel-Desjardins, Radio-Canada. Bonjour. Donc, on recommande une concentration moyenne annuelle de 15 nanogrammes par mètre cube, moi si je me trompe, d'ici 2028.
non, c'est le plus tôt possible. Est-ce qu'il y a un échéancier qui est fait pour ça, des dates, par exemple, dans un an, atteindre une telle concentration? Actuellement, ce que nous avons fait aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est d'établir à quel niveau il y aurait cette protection-là. Toujours sur la route vers le 3. Parce que la route vers le 3 peut sembler compliquée à être réalisée à brève échéance. Est-ce que 15, on peut réaliser ça dans quelques 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans? On ne le sait pas. Ce sont les échanges qui ont lieu actuellement entre le gouvernement et le ministère ou les ministères concernés et l'entreprise. Mais nous sommes confiants qu'ils vont prendre les repères que nous donnons aujourd'hui pour établir justement ces points d'évolution dans le temps, que ce soit annualisé ou que ce soit au rythme de quelques années. Donc, nous attendrons de voir ça, mais ce n'est pas nous qui se chargeons de ça, c'est le gouvernement, avec en particulier le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Donc, les chiffres qui sont établis aujourd'hui, est-ce que ce sont les recommandations formelles au ministère de l'Environnement? Absolument. Nous établissons ça aujourd'hui. Nous le recommandons au gouvernement, à nos partenaires qui sont du ministère MELCC, mais également au gouvernement, pour que ce soit bien compris que les analyses faites en santé publique ont été faites avec rigueur et de faire en sorte qu'il faut atteindre ça rapidement. Et il faut s'assurer que tous les efforts soient faits en ce sens-là. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Très bien. En ligne, Thomas Gerbet, Radio-Canada. Oui, bonjour à tous. On nous a expliqué tout à l'heure que la capacité de diminution de la fonderie Horn, elle n'avait pas été prise en compte par l'INSPQ dans son analyse. Alors, pourquoi on propose 15 et non pas 3, qui est la norme? Est-ce que ça va? Oui. Donc, d'abord, bonjour, M. Gerbet. Je sais que vous vous intéressez à la question. Et la réponse est justement celle que nous avons formulée, à savoir que nous avons demandé à nos experts, on nous a demandé d'ailleurs à nous, on se posait cette question-là et on a été obligé, parce que c'est un dossier trop complexe pour que la spontanéité en santé publique nous permette de dire voici tel chiffre. On a eu besoin des meilleurs experts qui sont actuellement en place en santé publique au Québec. On les trouve bien sûr à l'Institut national de santé publique. Vous en avez une représentation en ce moment. Ils ont travaillé toutes les équipes ensemble pendant de nombreuses semaines pour pouvoir établir à quel niveau on assure une protection de ceux qui sont les plus vulnérables. Et à ce niveau-là, on est très confiant parce que c'est bien en deçà des seuils qui peuvent s'établir sur différentes études humaines ou animales. Et ce sont des repères aussi qui sont pris par des organismes les plus sérieux au niveau international, donc les pays de la Californie notamment. Alors, on les fait les nôtres et on se dit, voici, c'est ça qu'on doit atteindre. On n'a pas regardé à savoir qu'est-ce que l'industrie, jusqu'où elle peut aller. On ne veut pas entrer dans cette zone-là. On regarde ça exclusivement sous un angle de protection de la santé publique et c'est ça qui est établi, en ajoutant bien sûr des normes journalières maximales et tout ça sur la route qui doit progresser vers les recommandations et l'atteinte de toutes les normes. Si vous me permettez, Dr. Boileau, oui. Je voudrais simplement, en complément d'information, rajouter que quand on fait l'exercice de recommander des critères en chemin vers le 3 nanogrammes, on a présenté le critère, la qualifiée, mais on a ratissé très large pour voir quels organismes s'étaient penchés sur la question de la protection des effets contre des effets autres que le cancer et quels étaient les critères qui devraient être respectés à cet égard-là. Et le 15, en fait, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Il y a la qualifiée qui l'a fait. Et sinon, les organismes de santé publique là, classiques, l'OMS, l'USEPA, ne se sont pas avancés à proposer des valeurs. Donc, quand on regarde ce qu'il y a, pour le cadmium, c'est autre chose. Il y a beaucoup d'organismes qui ont proposé des valeurs à court terme ou des valeurs variables et on a retenu la plus sévère parmi celles qui sont disponibles en se basant sur l'argumentaire présenté par ces organismes-là. Dans le cas de l'arsenic, le 15, c'est la valeur qui existe. On a regardé comment elle a été faite et on est confortable avec la façon dont elle a été proposée et déterminée par la qualifiée. Donc, on est très, très à l'aise de la recommander en réponse à la question qui nous est posée.
Merci. Si la barre de 15 est sécuritaire, je me demande à quoi sert la norme de 3. Mais ma deuxième question, C'est pas compris, M. Gervais. La norme de 3, c'est une norme qui est établie là, au Québec et qui doit être respectée partout. Ce que nous voyons à la norme de 3, c'est une diminution très importante des risques contre le cancer. Et ici, c'est ce que nous voulons atteindre aussi. La norme ne change pas. C'est plutôt un repère qui est proposé, celui de 15. Et il est clair qu'il sera protecteur pour la santé des enfants à naître, des plus jeunes, et également, il va avoir un impact, évidemment, pour les générations à venir lorsqu'on met à 15 plutôt qu'à des niveaux comme 100 ou encore comme 200 ou 1000 ou 1500 comme ça a été dans le passé. On est dans une situation complètement différente. Et les calculs nous montrent que les risques d'évolution vers un cancer du poumon se situent à quelque part autour de 3, 3,5 par 100 000 habitants pour 70 années d'exposition. Donc, on se retrouve dans des éléments qui sont acceptables sur le plan des autorités de santé publique dans des circonstances similaires. Mais ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est 3, et nous sommes confiants qu'il est bien entendu. Nous l'avons dit plusieurs fois et nous le répétons. Alors, allons vers cela, mais soyons également justes et clairs pour les populations qui sont très anxieuses devant la situation ici, pour les citoyens qui sont anxieux. Quand on atteint 15, on est dans une zone de haute protection. Et d'ici là, il faut l'atteindre le plus rapidement possible et voir à tout ce qui peut être fait. Voilà. Prochaine question, Maxime Denis. Non, désolé, je n'avais pas posé ma deuxième question. Ma deuxième question, avez-vous en main un avis sur la fermeture de la fonderie Horn et quels seraient les effets anticipés sur la population? C'est une question importante. Nous n'avons pas un avis spécifique sur les impacts de la fermeture. Toutefois, nous sommes capables de reconnaître avec les expériences recensées à partir des regards de santé publique qui ont été repris encore là par des experts de l'Institut national de santé publique, qu'il y a des effets lorsqu'on ferme des emplois et surtout des milliers d'emplois. Il est certain qu'il y a un impact qui peut être économique, ça va de soi, là, bien sûr, mais des impacts aussi qui peuvent être importants pour la santé des personnes qui sont touchées, affectées. Nous n'avons pas voulu, dans les circonstances, aller mesurer l'ensemble de cet impact-là. Nous cheminons actuellement pour voir quels sont les impacts à éviter pour le maintien de ces activités industrielles. Merci. Prochaine question, Maxime Denis, TVA. Bonjour, Dr. Boileau. J'aimerais d'abord comprendre si la compagnie Glencore dit que pour la fonderie Horn, ils ne sont pas capables, pour les capacités techniques, d'aller en deçà de 20 nanogrammes par mètre cube, comment on peut considérer qu'on veut leur imposer 15 et voire 3 à un moment donné? Je pense que l'évolution, écoutez, moi d'abord, comme tous mes autres collègues ici, nous ne sommes pas des métallurgistes ou des ingénieurs dans ces industries très complexes aussi. Nous reconnaissons qu'il y a là des enjeux importants. Et ce que nous comprenons aussi, c'est que les efforts sont menés par le gouvernement pour s'assurer que tout ce qui peut être fait sera fait. Alors, on verra, et la demande, elle est formulée aujourd'hui pour dire « atteignons ces niveaux-là ». Attendons de voir si c'est possible ou impossible, et après ça, le gouvernement fera ses choix sur la suite des choses. Une parenthèse, Dr. Boileau, sur la légionellose dans la région de Montréal, un décès, 3 cas. Est-ce que ça vous inquiète en ce moment? Est-ce qu'on devrait s'inquiéter avec ça? Écoutez, je suis au courant de la situation. Nous sommes bien sûr affairés à y donner toute l'attention nécessaire. La Direction régionale de la santé publique est sur le dossier avec les expertises nationales requises en pareilles circonstances. Nous sommes bien sûr préoccupés par celle-ci. Nous souhaitons que les gens soient conscients qu'il y a quelque chose qui se passe de ce côté-là, mais il n'y a pas un signal d'inquiétude à transmettre, mais tout le sérieux est porté à la situation. Ce n'est pas une maladie qui est transmissible, là, c'est une maladie qui est plutôt acquise à cause de ces microbes-là. Alors, soyons attentifs à la situation, mais tous les efforts sont faits actuellement. Merci. Prochaine question, Jean-Louis Bordelot, Le Devoir. Oui, bonjour. En fait, mais vous parliez des critères
basé sur la Californie. Mais est-ce que je comprends bien que c'est des normes californiennes ou c'est aussi des recommandations? En fait, c'est pas tant des normes californiennes que des organismes je dirais, de haut niveau en termes de réflexion d'impact sur la santé des populations, et ils critérisent une série de contaminants comme ça. Alors, ils sont arrivés relativement récemment à cette disposition, après avoir analysé de leur côté toutes les études qui étaient faites en conséquence. M. Val, qui l'a mentionné tantôt, il y a d'autres groupes qui se sont intéressés à cette question, mais nos experts de l'Institut national de santé publique ont jugé que le côté les plus sérieux de cette institution-là et le côté très conservateur aussi de leur posture pour s'assurer que le niveau est réellement extrêmement protecteur et qu'il y a, d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on dépasse ça qu'on va automatiquement avoir des problèmes de santé. Certainement pas, puisqu'il est très protecteur. Alors, c'est pour ça que ça a été choisi. M. Valk l'avait mentionné tantôt. D'accord. Puis justement, M. Valk parlait aussi de certaines émissions qui passaient sous le radar. On parlait des particules fines, je pense le chrome aussi. Est-ce que vous recommandez également d'augmenter, d'élargir la surveillance aux abords de la fonderie? On va dire en même temps, oui. Oui, ça fait partie, comme je l'ai mentionné dans la dernière diapositive de la présentation, ça fait partie des éléments sur lesquels il faudrait aller chercher de l'information sur les niveaux de contamination ambiante. Étant donné de leur potentiel à contribuer au risque de cancer du poumon. Ça, c'est notre position. On ne peut pas travailler avec... ça prend un minimum de données et sur ces substances-là, on n'en a pas. Donc, il faut aller en chercher. D'où l'importance de faire une surveillance de qualité de tous ces contaminants et de le faire rapidement. Et d'ailleurs, la Direction régionale de santé publique s'est déjà affairée à proposer avec nous certaines mesures ou à même nous proposer des mesures pour que nous puissions avoir justement des informations les plus complètes, les plus régulières, idéalement journalières, plus étendues, plus élargies avec d'autres contaminants. Donc, tout ça fait partie des éléments de surveillance de la santé publique pour permettre de mieux agir, de mieux cibler et d'être encore plus capable de protéger la santé de tous. Prochaine question, Henri Ouellette-Vézina, La Presse. Oui, bonjour. Question pour M. Boileau. Est-ce qu'on a en fait un échéancier précis pour atteindre le 15, puis ensuite le 3? On parle d'aller en route ou en chemin vers le 3. D'ici combien d'années vous pensez que ça serait réaliste de dire qu'on atteindrait 15 avec justement la capacité de l'usine pour ensuite aller vers le 3, là, sans donner d'échéancier précis? Pouvez-vous nous donner une idée de combien d'années ça pourrait prendre, ça, selon vous? Sincèrement, nous ne le savons pas. Nous croyons, avec les échanges auxquels nous sommes exposés entre les autorités gouvernementales et l'entreprise pour ce contexte bien particulier, que des efforts substantiels, très onéreux, très complexes aussi doivent être mis de l'avant pour réduire ça avec étapisme. Et je pense que le ministre, M. Benoît Charette, avait mis clair récemment que la proposition devra tenir compte de nos préoccupations ici manifestes et de nos repères que nous souhaitons qu'ils soient considérés avec tout le sérieux équivalent à celui qui a été mis pour les proposer. Et nous sommes confiants que ça va se faire dans les temps les plus hâtifs, mais que tout cela commande des efforts substantiels qui ne peuvent pas se réaliser en quelques semaines ou quelques mois à peine. Ça va prendre du temps. Nous ne proposons pas un échéancier. Nous attendrons de voir si l'entreprise définit cela avec le gouvernement sur une échelle d'un certain laps de temps et en conséquence, il y aura sûrement de la part de la direction régionale des propositions en attendant pour minimiser les risques de la santé de la population. En sous-question? Oui, merci. En sous-question, en suivi aux questions de mes collègues, je voudrais savoir pourquoi ne pas avoir pris en compte, puis je comprends que, comme vous dites, vous n'êtes pas des métallurgistes ou des ingénieurs, là, mais pourquoi ne pas avoir pris en compte la fameuse capacité de l'usine qui est de 20 à 64 nanogrammes par mètre cube là, qui proposait d'ici 2027? On comprend que la suggestion de la santé publique n'est donc pas très réaliste dans ce sens-là. Donc, pourquoi
pourquoi pas s'être entouré de ces ingénieurs-là pour arriver avec une proposition peut-être plus réaliste dans le concret? Là? Parce qu'on voulait garder toute l'objectivité et toute l'indépendance requise pour les travaux de santé publique, pour faire en sorte que nous puissions regarder ça d'une façon non impliquée, pas comme une partie prenante avec une discussion avec l'entreprise. Je n'ai eu aucun contact avec l'entreprise et non pas que je trouve ça inapproprié, là, mais je pense que dans les circonstances actuelles, nous voulions donner toute la chance à l'expertise de santé publique de se manifester pour pouvoir établir des repères clés dans des situations comme celle-ci et dans cette situation-ci, et c'est ce qui a été fait. Maintenant, on va attendre de voir si l'entreprise, avec le concours du gouvernement, sont en mesure d'atteindre cela et dans quelle période de temps et de voir à quel point ils s'y rapprochent. Vous savez, on ne met pas ça d'une façon dogmatique en disant au-delà de ça, point de salut, mais attendons de voir où on s'en va avec cela. Mais nous savons que si on veut avoir une protection totale, voici le niveau qui doit être atteint. Prochaine question, Emily Warren, CBC. Oui, bonjour. M'entendez-vous cette fois-ci? Oui, oui, okay, très bien. Super, super. Bonjour, Dr. Boileau et le reste, merci beaucoup pour la conférence de presse. My first question, could you please briefly recap in English a little bit what you're announcing today and why? Yeah, essentially, the announcement today is just to make sure that all of us are very clear about the norms that have to be respected for the arsenic and other contaminants. And we're not changing those norms. In particular, for arsenic, it's 3 nanogram per cubic meter a year. But we have asked the expert of the INSPQ, so the National Institute of Public Health of Quebec, to look at some figures and to look at all the expertise necessary that required to fix a level that could be highly protective for the person that are highly vulnerable, so namely the pregnant woman and also the very young kids. So with that in mind, they have suggested that very clearly and strongly that obtaining a level of a mean level of 15 nanogram per square meter would be required to do so, and also to add to that some level that could not be over at each day of 200 for the same arsenic level of nanogram, and also for the lead. Is that all we call it? Lead, I'm sorry, of 350, and for cadmium at 30. Thank you. Merci. Oh, yeah, go ahead, sir. I don't know if you... No, and with that, it will be really protective, strongly protective for the kids and the young kids, in fact, and the fetus, and also it will be at the same time protective for the cancer inducement by those products or contaminants for the generations that are expected right now for a long period. So that will be fine for us. But in fact, we're still very clear, and I'd like to insist on that, we have to obtain eventually the level that is required by the Quebec norms, which are for every contaminants, and in particular for arsenic of 3 nanogram per square meter. Thank you, Dr. Boileau. My second two questions. The company has mentioned their capacity might only be to reduce, I guess for now, at least up to 20 nanograms per square meter. To what point, to what extent, sorry, is it realistic to obtain do you think it's realistic for the company to obtain 15 nanograms? And if that's sort of like the highest safe number, if they don't obtain that, how worried should residents be if that's not something that's possible for them? First of all, we'll wait for the government discussion with the company, and then after we'll look at the results. And if it's not
exactly 15. So let's see what it's going to be and what kind of risk will be associated to that. And in the meantime, or with that in mind, there might be some other suggestions coming by the regional authority in public health to reduce the level of exposure and to make sure that those figures will be obtained rapidly and seriously. Thank you. I don't know if I have time just for one quick, you mentioned in French, maybe for English clips. Can you tell me if you have a deadline or like a l'échéancier, like when would be when should this be implemented by? When would be your deadline? Well, actually, we're giving our results publicly, and we have shared those recently a couple of days ago with at the beginning of this week, in fact, with the ministry and the government, and we're expecting that they will use that for their discussion. But I think you're talking about not that kind of échéancier, but the échéancier to implement that 15 number. Yes, sorry. I mean, that's also good. Yeah, like for example, when should the smelter, like put the 15? As soon as possible, but we are realistic in that. We do understand that it's very complex and difficult and expensive to move with all the measures, industrial measures, to make sure that those levels will be obtained rapidly. It might take a long time, so maybe a couple of years. But in the meantime, we have to show and to be certain that there will be a decrease of the exposures that will all fit in the perspective of gaining some results and strong results progressively to make sure that we will go until that number 15, and then the number 3 also. That is what we are looking for eventually, of course. And this might take few months, years. I don't really know right now. We have to look at the result of those discussions that will be in place between the government and the company and the different stakeholders. Merci. Oui, on a le temps pour quelques autres questions. Allez-y. Bonjour. Une autre des éléments de conclusion, c'était que le fait d'accentuer les efforts de décontamination des sols, ça aussi, ça contribuerait à réduire les risques de santé chez les enfants. On sait qu'il y a peut-être 2 ans, il y a une étude qui avait été faite justement sur les concentrations en métaux lourds dans les sols et que la santé publique régionale avait recommandé au ministère de l'Environnement de décontaminer ces sols. Ça n'a pas encore commencé. Est-ce qu'il y a des échéanciers plus précis qui sont faits à cet effet-là? Actuellement, on est en discussion avec le ministère de l'Environnement. Ça avance bien. Ils sont dans les dernières discussions, puis on est consulté là-dedans pour identifier certains paramètres qui sont importants pour la santé publique. Donc, ça suit son cours et oui, peut-être qu'il y a eu un certain délai, mais actuellement, ça avance quand même très, très bien. On est impliqué dans la démarche. On pense que ça pourrait être effectué dans un horizon de mois, d'années, de semaines? Bon, c'est sûr qu'on espère que ça serait fait cette année, mais c'est sûr que assurément, c'est au plus tard, à mon avis, là, ce serait l'été prochain. Merci. Prochaine question, Thomas Gerbet, Radio-Canada. Oui, bonjour. Je voudrais poser la question au docteur Trépanier. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette norme de 15 et puis du fait et puis à quel échéancier vous voudriez qu'on l'atteigne, ce 15, vous? Le 15, ça protège les effets non cancérogènes, ça protège les femmes et les enfants, les fœtus et les enfants. Et ça, c'était très important pour nous. C'était vraiment quelque chose qu'on voulait se mettre comme étape, comme repère qu'on veut atteindre rapidement parce que c'est des populations sensibles qu'on veut protéger. Le 3, comme vous savez, c'est au niveau protégé là, au risque négligeable pour le cancer, mais quand même, en gain de santé publique, de passer de 100 à 15 au niveau du cancer comme première étape, c'est aussi quand même intéressant. Votre deuxième question, c'était... Ben, vous voudriez l'atteindre quand, le 15? On peut toujours dire plus rapidement possible, mais vous n'avez pas une idée, vous, de combien d'années ça devrait se faire?
j'aurais tendance à dire aussi que je vais attendre la proposition parce qu'au final, c'est que si le délai nous apparaît long, on va mettre des mesures en place pendant ce délai-là pour limiter le risque. Donc, ça va vraiment dépendre de ce qu'on va recevoir, puis selon aussi la capacité de mettre en place les mesures qu'on pourrait recommander. Ben, on va s'acheter, mais voir un jeu comme ça, de regarder les délais, de regarder différentes mesures qui peuvent être mises en place. C'est comme ça que ça va se passer. Vous êtes à l'aise avec ça? Allez-y. Oh non, excuse-moi. Ben, en fait, c'est ça. Vous êtes à l'aise avec le 15 parce que la norme, ça reste quand même 3. Là. Vous êtes à l'aise avec cette proposition-là d'aujourd'hui? Ce qu'on veut, c'est 3. Ce qu'on veut s'assurer d'atteindre rapidement, c'est 15. Je suis même vers le 3, bien évidemment. Hein. Donc, est-ce que je suis à l'aise? Si vous me demandez, bien sûr que je préférais qu'on atteigne rapidement le 3, mais ce qu'on voulait identifier, puis je pense que c'était important parce que ça va être par étapes de toute façon, c'est d'atteindre ce 15-là très, très rapidement pour protéger les enfants et les femmes enceintes. Donc, dans le contexte, c'est dur à me positionner maintenant parce que je ne connais pas les délais, je ne connais pas l'acceptabilité, la faisabilité de certaines mesures qu'on pourrait proposer. Donc, ici, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ce que l'INSPQ nous a proposé. On fait confiance à ce qui a été proposé. Je pense que c'était un très, très bon travail. Et à partir de ces données-là, c'est avec ça qu'on va travailler pour ce qu'on va recevoir en réalité du gouvernement. Puis on va poursuivre le Dr Boileau et moi à partir de ce qu'on va recevoir. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui met un terme à cette conférence de presse. Dr Boileau, Dr Trépanier, M. Valk et Dr Perron, je vous remercie pour votre présence. Merci à tous de vous être déplacés. Bonne fin de journée.